Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bases de la chimie organique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux acides bases, donc aux différents couples d'acides bases qu'on peut avoir. Alors voilà, je sais, désolé, j'ai encore menti, j'avais dit que je ferais des vidéos sur le monde dipolaire des molécules et sur la polarisabilité, mais promis, normalement, c'est la prochaine. Enfin, juste après, donc la 5.5, qui viendra donc compléter des exercices sur eh bien, ces différentes notions. Alors du coup, les acides bases, en fait, c'est rien de très compliqué. Essentiellement, il y a, donc à chaque fois, c'est des espèces qui vont fonctionner par couple. Et donc en fait vous avez deux types d'acides bases différentes. Alors on utilise les mêmes noms pour en fait désigner des choses différentes. Donc c'est pour ça qu'en général on a l'acide base que vous devez connaître si vous avez fait un petit peu de chimie au lycée, qui est donc l'acide base en fait de Bronsted. Et souvent en fait Bronsted est pas cité. Donc quand on parle d'acide base tout court, en fait on parle d'acide base de Bronsted, qui est à opposer eh bien, la notion d'acide base de Lewis. Et bien souvent, quand on parle d'acide base de Lewis, en fait on précise qu'on parle de celle de Lewis. Alors bon bah je vais commencer par Bronsted parce que c'est en vrai celle qui est la plus commune. C'est du coup normalement des trucs que vous voyez à peu près déjà au lycée. Un acide et une base selon Bronsted, c'est simplement des espèces qui sont capables de céder ou de capter eh bien des H+. Donc un H+, c'est un atome d'hydrogène bien sans électron, puisqu'il lui a enlevé un seul électron, il n'en a qu'un seul. C'est aussi parfois appelé proton, parce que du coup bah c'est juste pas d'électrons et un seul noyau composé d'un seul proton. Donc parfois un H+, aussi appelé un proton. Donc bon bah voilà, alors en général les acides bases de Bronsted ils fonctionnent par couple, et donc à chaque couple on va avoir un acide et une base, et je veux dire le couple est vraiment défini, c'est-à-dire que on va voir que par rapport à l'acide base de Lewis, on peut avoir un acide qui correspond à plusieurs bases différentes. Là, un acide est lié de manière unique à une seule base. Donc, par exemple, si je prends comme acide NH3, on sait avec notre formalisme de Lewis, attention faut pas confondre, enfin c'est la même personne, hein, mais on sait avec son formalisme de Lewis qu'on va avoir NH3 qui va ressembler à ça, parce que du coup l'azote doit avoir 5 électrons autour de lui, etc. Tout ça je vous renvoie aux bases de l'orga hashtag 1 si jamais ça vous pose encore problème. Et donc ça du coup on peut définir ça comme étant une base par exemple. Et donc une base c'est une espèce qui va pouvoir capter un H+. Donc ici on voit qu'elle va pouvoir être captée grâce à ce doublement liant, qui va pouvoir effectuer une liaison supplémentaire. Et donc on peut en déduire l'acide correspondant, qui va ressembler à ça. Donc évidemment on a une charge positive pour conserver la charge, et puis bon bah voilà. Donc là on va avoir l'acide, là on va avoir la base à droite, et cet acide et cette base, eh bien, sont, en fait, si je considère que ceci est une base, l'acide de ce couple, c'est forcément celui-là. Et si je considère cette espèce comme étant l'acide, la base de ce couple, donc la base conjuguée, c'est forcément cette espèce-là. Ici, on a vraiment l'unicité du couple acide-base. Alors malgré tout, on voit que parfois c'est un peu plus compliqué. On peut également considérer cette espèce en fait comme étant un acide, parce que cette espèce possède des H+, en tout cas possède des hydrogènes, donc peut libérer ces hydrogènes. Et du coup, je vais prendre une autre couleur. Si on considère cette espèce comme étant un acide, alors bah, la base conjuguée, ça va être une espèce avec un H+ en moins. Autrement dit, ça va être cette espèce-là. Ça va être la base. Et bon, vous comprenez que techniquement, cette espèce, c'est aussi un acide. Et que cette espèce, ça va être la base conjuguée et bien de cet acide-là. Et bon, vous comprenez qu'ici, on peut encore déprotoner un H en plus. Donc en fait, ça veut dire qu'en réalité, des acides, vous en connaissez énormément. Parce que techniquement, un acide, c'est juste une espèce qui est capable de libérer un proton. Et donc en fait, toute espèce qui possède des hydrogènes est en fait un acide. Et des espèces, vous en connaissez plein. Par exemple, c'est débile, mais rien que le méthane, CH4, c'est un acide. Parce que ça peut libérer un H+. Ok. Alors maintenant, si on a un petit peu de bouteille en chimie malgré tout, on sait qu'il y a des espèces qui en fait ok ont des H+, mais ne vont jamais les libérer. Par exemple, on se doute bien que cette espèce-là, qui a déjà une charge négative, va pas libérer un H+, pour récupérer une deuxième charge négative. D'autant plus qu'on sait qu'on a en azote, alors on le verra avec d'autres notions plus tard, hein, mais... Oh non, je vais pas forcément revenir là-dedans. Bref, juste on voit qu'ici, on a à cause des charges, on a quelque chose qui va poser souci. Donc on se doute bien que ce H là ne va jamais se faire arracher, et que dans les faits, cette espèce-là n'aura jamais... Son comportement d'acide ne va jamais être exhibé, il va jamais servir à rien. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a défini, on va dire, différentes bases. Alors déjà, on a dû définir une échelle pour un petit peu qualifier à quel point est-ce qu'on avait une espèce qui pouvait être forte ou faible. Alors, c'est ici un petit peu beaucoup de trucs... Bon, voilà, c'est beaucoup de trucs un peu qu'on peut voir au lycée, hein. Mais du coup, on a défini une grandeur qu'on appelle le pH. Alors essentiellement, le pH d'une solution, c'est donc simplement relié directement à la concentration en ion H+, dans la solution. On voit que c'est inversement proportionnel, hein, puisque le log est une fonction croissante, et le moins, bah, du coup, ça décroissant. Donc globalement, un pH petit, ça traduit beaucoup d'H+, un pH gros, ça traduit peu d'H+. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que, puisque ça c'est une transformation chimique, on peut avoir, alors on rentre un petit peu dans de la thermo, je vais pas forcément trop détailler, si jamais ça vous pose souci, comme c'est pas trop de l'orga, voilà, c'est des choses, je me permets d'aller assez vite, mais au besoin, je pourrais éventuellement détailler ça.
L'idée c'est donc qu'on va avoir, eh bien, puisque ça c'est juste une réaction chimique, hein, une constante d'équilibre associée à cette réaction. Cette constante d'équilibre on la note usuellement Ka. Et du coup, eh bien, on va nommer un truc de pKa. Et donc le pKa, c'est simplement moins log de K. Et pourquoi est-ce que la grandeur de pKa elle est utile? Parce que imaginons qu'on ait un pK par exemple de 9. Donc ça traduit qu'on a un K qui fait 10 puissance moins 9. Bon, et bien pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir cette valeur de pKa de 9? Parce que globalement, si on représente une échelle de pH, et bien ce qu'on sait, c'est que pour les pH supérieurs à 9, on va globalement avoir la base qui va exister. Intuitivement, un pH très grand, on a très peu de H+, donc on va plutôt avoir une espèce déficitaire en H+, donc plutôt une base. Ici, on a plutôt la base qui va être prédominante. Et si jamais on se situe en dessous, on va plutôt avoir l'acide qui va être prédominant. Intuitivement, on a tellement de H+, que ici, on va pouvoir en capter. On voit donc ici le pK, ça traduit en gros un peu la force de la base. Plus un pK est très grand, plus on aura une base très forte. Parce que du coup, on aura énormément d'endroits, de régions, de l'espace, dans laquelle eh bien, notre base est protonée. Autrement dit, il faut, si jamais on a un pK de 48, ça veut dire que dès lors qu'on a un tout petit peu de H+, dans notre solution, notre base va le capter. Donc on a une base qui est vachement forte. A l'inverse, si jamais on a un pH, un pK qui est extrêmement faible, par exemple moins 5, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit chargé en H+, pour que notre base commence à le capter. Donc là, on a une base qui est vraiment nulle à chier. Ok, donc bon, ça c'est super. Alors bien sûr, si je suis à pile 9, en vrai j'ai 50-50. Si je suis à 10, en fait j'ai 10 fois plus de base que d'acide. Si je suis à 8, j'ai 10 fois plus d'acide que de base. Vous prenez bien que globalement en orga, on va pouvoir considérer que dès lors qu'on est au-dessus de 9, c'est la base qui prédomine. Dès lors qu'on est en dessous de 9, c'est l'acide qui va prédominer. Et si on est vraiment vers 9, on va avoir une coexistence des deux. En gros, c'est ce qu'on va dire. Bon, ok, c'est super. Super. Alors, donc du coup, maintenant on a défini 3 types de bases, avec les bases de Bronsted, justement pour un peu essayer de traduire cette force des bases. Parce que du coup, on a vu qu'il y a certaines bases qui allaient être plutôt très fortes, parce que vous allez directement capter leur H+, d'autres qui allaient être plutôt très nulles. Globalement, c'est intéressant en fait au couple de l'eau, parce que du coup, l'eau, eh bien, c'est également une espèce acide-basique. Et en fait, on voit que c'est à la fois un acide et à la fois une base. Pourquoi c'est à la fois un acide? Parce que ça a des H+, et donc ça peut donner cette espèce-là. Et c'est à la fois une base, parce que ça a ici des doublés non liants, qui vont donc pouvoir former une liaison de plus avec un H+. Pour la petite histoire, quelque chose qui est à la fois un acide et une base, on appelle ça un amphotère. Dans les faits, il y a énormément de choses qui sont amphotères. Par exemple, c'est débile, mais cette espèce-là est un amphotère. Maintenant, en pratique, cette espèce-là n'exhibera jamais son comportement d'acide, donc en fait, on dit que c'est juste une base. À l'inverse de l'eau, qui peut vraiment exhiber ces deux comportements, et plus précisément, le couple H3 plus H2O a un pK de 0. Donc ça, c'est H3 plus H2O. Et le couple H2OH- a un pK de 14. Donc H2O étant l'acide, OH- étant la base. Ok. Et donc c'est pour ça que, globalement, dans l'eau, les pH qu'on va pouvoir représenter sont entre 0 et 14. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé, alors arbitrairement, de considérer que toute base, on va dire que si j'ai un couple acido-basique qui a un pK supérieur à 14, alors j'ai une base qui est forte et j'ai un acide qui est indifférent. Si jamais j'ai, eh bien, parce que du coup j'ai une base qui est extrêmement forte, un acide qui va être, on se comprend, extrêmement nul. Si jamais j'ai un pK de mon couple qui est en dessous de 0, on va considérer que j'ai un acide très fort, parce qu'il va se dissocier entièrement dans l'eau, et du coup que j'ai une base indifférente. Et si je suis entre 0 et 14, on va considérer que j'ai un acide faible et une base faible, parce que j'ai des espèces qui vont réagir dans l'eau, mais pas entièrement. Donc on note, alors je vais refaire une échelle ici. Là c'est le pH, là j'ai 14, là j'ai 0. En dessous de 0, j'ai donc un acide fort, parce qu'il se dissocie entièrement dans l'eau, et j'ai une base qui est indifférente, parce que globalement, une base qui a un pK en dessous de 0, en fait, elle ne sert à rien, elle n'a jamais capté son H. Ici, je vais avoir un acide qui va être considéré comme faible, parce qu'il va se dissocier mais pas entièrement, et une base qui va être considérée comme faible. Alors c'est pas indifférent non plus, hein, ça réagit quand même, mais ça réagit faiblement. Et ici on va avoir une base qui va être considérée, vous en doutez, comme forte, et un acide qui va être considéré comme indifférent. On voit bien sûr que plus la base est forte, plus l'acide est pas fort, ce qui est logique, hein, parce qu'une base forte c'est un truc qui va beaucoup capter le H, et du coup forcément ça veut dire que c'est un truc qui va pas trop avoir de problème avec avoir des H. Ok, donc ça c'est super. Bon, voilà, alors globalement, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir sur les acides bases de Bronsted en chimie organique. Globalement, c'est des espèces qui vont du coup de temps en temps exister sous forme protonée, de temps en temps exister sous forme pas protonée. Les acides bases, c'est des réactions qui sont vraiment communes et qui interviennent à plein d'étapes, parce que c'est des trucs qui sont très rapides à faire, essentiellement parce que ça sépare le solvant. Du coup, on va beaucoup faire d'acides bases en fait en chimie organique. Et c'est honnêtement important de avoir cette notion d'acide base de Bronsted, donc bien souvent je décris comme étant acide base, et de savoir quelle molécule va pouvoir être une base, quelle molécule va pouvoir être un acide. On l'a vu, un acide c'est juste une molécule qui a un H,
Et une base, c'est globalement une molécule qui a un doublé non liant. Ou une double liaison, mais souvent un doublé non liant. Ok, donc ça c'était tout. Et maintenant la dernière question, eh bien, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est une base forte, qu'est-ce qui est une base faible, qu'est-ce qui est une base indifférente. Si je donne une molécule quelconque, par exemple, si je vous donne, que je reprends mon exemple de l'ammoniac, comment est-ce que je peux m'amuser à déterminer que ce truc va avoir un pKa d'environ 9? Évidemment, ce couple-là, bien sûr. Le couple avec NH2-, un pKa d'environ 33. Donc on est beaucoup plus haut. Ok, comment est-ce que je peux savoir que le pKa de ce couple est d'environ 9? Bon, bah en fait, ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui s'appelle les pKa. Alors voilà, j'ai plus le titre exact, hein, mais je crois que c'est liste non exhaustive des pKa en chimie, un truc comme ça, ou exhaustive, quasi exhaustive des pKa en chimie. Bref, je vous la mettrai sûrement en description. Si je l'oublie, rappelez-moi si jamais vous avez besoin. Sinon, vous pouvez le trouver sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est en vrai complète, alors que c'est pas forcément faite initialement pour être considérée comme étant une base de la chimie orga, mais normalement, bah, ça vous permet d'avoir pas mal de raisonnements. Alors du coup, je vais faire en fait appel à des notions qu'on n'a pas encore détaillées ici, par exemple la mésomérie, par exemple des effets inductifs. Voilà, c'est des notions que j'ai pas encore détaillées, mais que je vais détailler dans les prochaines vidéos de base de la chimie organique. Et de toute manière, on a besoin de ce genre d'outils pour pouvoir déterminer à quel point une base va être forte, à quel point une base va être faible. Donc ce que je vous invite à faire, c'est continuer de regarder cette série, et puis à un moment, quand vous êtes curieux, allez jeter un œil à la vidéo des pKa. Je vous explique à la fois tous les pKa qui sont à connaître en chimie orga, et en parallèle, comment est-ce qu'on peut s'amuser à les déterminer et les retenir. Ok. Enfin, le dernier truc sur lequel je veux revenir, donc c'est ce que c'est qu'est un acide base de Lewis. Alors ça, en fait, c'est très facile. C'est, encore une fois, des notions de couple. Acide base Lewis, hein, j'ai oublié base. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'un acide peut être lié à plein de bases différentes et une base peut être liée à plein d'acides différentes. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que le couple acide-base a un acide est associé à une seule base et à une base est associée à un seul acide. Ici, c'est pas le cas. Et en fait, une base de Lewis, ça va simplement être un truc, attention, qui possède un doublé non liant. Et attention, un acide de Lewis, ça va simplement être un truc qui possède une lacune électronique. Donc on se souvient de tout ce qu'on avait dit dans les premières vidéos de la chaîne, enfin dans les premières vidéos de base de la chimie orga. Une lacune électronique, hein, du coup, c'est bien par exemple un atome qui possède une lacune électronique, ça va être un atome par exemple de bore, en BH3, parce qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Il ne respecte pas la règle de l'octet par le dessous. Donc on n'est pas à faire un atome hypervalent qui ne respecte pas par dessus, par un atome qui ne respecte pas par dessous. Et enfin, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une base de Lewis? C'est juste un truc avec un doublé non liant. Par exemple, tout bêtement, l'eau est une base de Lewis. Et en fait, pourquoi est-ce que ça c'est intéressant, cette notion d'acide base de Lewis? Parce que bien souvent, quand vous allez ce genre d'espèce, en fait, vous allez avoir la formation d'un couple acide base de Lewis, aussi parfois appelé un adduit. En gros, simplement, cette espèce, avec cet doublé non liant, va venir se coller ici sur votre bord qui possède une lacune. Donc ça va donner cette espèce-là. On voit que on a l'apparition de deux charges, mais en échange, notre bord se met à respecter l'octet. Et bien souvent, ça permet quand même, mine de rien, d'avoir une stabilisation, même si peut-être que cette liaison n'est pas parfaitement covalente, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas à 100%, ça permet quand même d'avoir une petite stabilisation. Notamment, c'est des trucs qui vont être utiles quand on va pouvoir voir, par exemple, des composés qu'on va appeler des organomagnésiens. Donc essentiellement, on va avoir un carbone. Alors, je vais une carboné R, c'est quelque chose qui est assez usuel, qui va être lié à un magnésium, puis qui va être lié à X un halogène. Donc ça, c'est une chaîne carbonée. Et ça, c'est un halogène. Donc un halogène, c'est chlore, brome, iode. Éventuellement fluor, qui est aussi un halogène, mais c'est rare d'avoir des organomagnésiens fluorés. Ok. Souvent d'ailleurs, hein, c'est chloré ou bromé. Ok, donc ça c'est super. Pourquoi est-ce que ça... Alors encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les organomagnésiens, si vous voulez aller voir, une fois que vous aurez terminé cette série sur la base de la chimie orga. Et du coup, ça, en fait, ça paraît pas de manière évidente comme ça, mais c'est une espèce qui est ultra réactive et ultra forte. Et bien souvent, pour la stabiliser, on va la placer dans un solvant qui est une base de Lewis, puisque ça, c'est un acide de Lewis, comme on peut le constater, on a des lacunes. Et du coup, on va par exemple le placer dans l'éther diéthylique, qui ressemble du coup à ceci. Ça, c'est une base de Lewis, puisque ça possède des doubles ions. Et donc, on va arriver à cette espèce-là. Alors, évidemment, on a apparition de charge négative. Comme on l'a dit, les liaisons ne sont pas forcément parfaitement pleines. Mais dans tous les cas, on a de magnésium qui se met déjà à respecter la règle de l'octet. Et ça, c'est pas mal. Ok. Et donc, du coup, tout ça, on appelle ça alors un adduit ou un couple acide base de Lewis. Et on comprend bien ici vraiment qu'on peut avoir plein de bases de Lewis qui vont pouvoir s'associer avec le même acide. Typiquement ici, j'ai considéré l'éther diéthylique, mais c'est aussi assez usuel de considérer le THF, le tétrahydrofurone. On peut le constater, c'est quasiment pareil, juste c'est cyclisé. Et encore une fois, ça peut parfaitement s'additionner sur
bien sûr sur un acide de Lewis comme un argon de magnésium. Ok, bon bah voilà, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Donc si on fait un rapide récapitulatif de tout ce qu'on a vu ici, on a vu qu'acide-base ça pouvait en fait désigner deux choses, selon deux définitions différentes. D'une part, acide-base de Lewis, dans ce cas on va préciser en général qu'il s'agit vraiment de l'acidité au sens de Lewis, et l'acide-base au sens de Bronsted. En général on précise pas que c'est au sens de Bronsted parce que c'est tellement plus commun que les acides-bases de Lewis, que bah, en général quand on parle d'acide-base tout court c'est Bronsted. On a vu donc qu'au sens de Bronsted, eh bien un acide base, un acide c'était une espèce qui était capable de, désolé j'ai tapé dans la caméra, était capable de céder un H+, et qu'une base était une espèce capable de capter un H+. On a vu donc qu'ici on avait une base et un acide qui formaient un couple unique, hein, c'est-à-dire qu'un acide est associé à une seule base et une base associée à un seul acide. On a vu que des acides c'est en fait extrêmement commun, parce que n'importe quoi qu'un H+, peut faire office d'acide, sauf que la plupart du temps ces acides vont malgré tout garder leur H+, parce que ça va être des acides qui vont en fait être complètement différents. Du coup c'est pour ça qu'en fait c'est des acides qui n'ont virtuellement aucune réactivité en tant qu'acide. De la même manière pour certaines bases, hein, qui vont pouvoir être des bases toutes faibles, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'une base qui va être réactive et qu'est-ce qu'un acide qui va être réactif. Sachant que du coup une base c'est un truc qui va avoir un doublé non liant pour être capable de capter des H+. On a vu que du coup pour ça, pour clarifier un petit peu qu'est-ce qu'était la force d'une base, la force d'un acide, on définissait plusieurs échelles. Premièrement l'échelle de pH, qui va donc être en gros liée simplement à la concentration H+, et enfin l'échelle de pK, qui va du coup être liée à la valeur de K, qui est donc une constante thermodynamique, associée à un équilibre entre un acide et une base. Globalement, plus le pK est gros, plus la base va être forte et donc plus l'acide va être favorisé. Et plus le pK est petit, plus la base va être faible et plus l'acide sera défavorisé. Plus l'acide va être actif. On a vu que l'eau était une espèce qui était capable de faire à la fois office d'acide et de base, et en fait réellement, parce qu'il peut vraiment perdre un H+, et il peut vraiment gagner un H+. Du coup, une espèce comme ça, on appelle ça un amphotère. Alors amphotère, c'est que c'est à la fois acide et base, et en réalité, c'est que c'est à la fois un acide qui peut vraiment servir en tant d'acide, et une base qui peut vraiment servir en tant que base, comme on l'a vu. Techniquement, cette espèce est un amphotère. Maintenant, ce couple-là ne se fait jamais, donc en fait, on ne considère pas vraiment que c'est un acide. À partir de là, donc on a pu définir les notions d'acide fort, acide faible, acide indifférent, base forte, base faible, base indifférente, en fonction de la valeur du pK. Globalement, c'est fixé arbitrairement entre 0 et 14, enfin vis-à-vis des limites 0 et 14, qui sont donc les pK de l'eau, tout simplement. Et ensuite, à partir de là, maintenant, tout ce qu'il faut savoir, c'est comment déterminer si une base est forte et comment déterminer si une base est faible ou quoi que ce soit. Et ça, ça fait appel à des notions qu'on n'a pas encore vues. Et de toute manière, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne si vous voulez aller voir. C'est une notion qui est vraiment importante parce qu'en chimie organique, il y aura plein de moments où on va avoir des petites acides bases qui vont être un peu furtives et il faudra bien penser à pas mal de reprises à bien faire fonctionner la bonne forme en fonction du pH. Et dans des réactions chimiques, on va avoir une espèce, par exemple, celle-là, qui peut être à la fois sa forme protonée et à la fois sa forme déprotonée. Et du coup, il faudra bien faire gaffe au pH auquel s'est fait la réaction parce que sinon, on peut avoir une réaction qui se fait ou qui se fait pas. Enfin, on a vu rapidement la notion d'acide base de Lewis, donc là, il n'y a rien de très intéressant, rien de très compliqué. Un acide de Lewis, c'est un truc avec une lacune électronique. Une base de Lewis, c'est un truc avec un doublé non liant. Et les deux trucs peuvent s'additionner pour former un adduit. Ça stabilise un petit peu l'espèce qui est déficitaire en électrons, donc l'acide de Lewis, puisque du coup, il a l'octet désormais. Et voilà, c'est un truc qui du coup parfois est utile, mais qui reste assez marginal. Et c'est sympa de le mentionner, mais c'est pas le truc qui va être le plus utile tout court. Ok, bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura été complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi c'est ça du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous serez là pour regarder les prochaines. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.